de retour sur le plateau du VapExpo en présence de Tim Phillips, le directeur du média Easing Intelligence. Nous allons évoquer de manière très large un sujet vraiment général, mais avec des points de détail qui semblent aussi déterminants aujourd'hui pour les professionnels, afin de comprendre l'évolution du marché, avoir aussi des stratégies d'investissement. Le marché de la vape est extrêmement évolutif. On est toujours sur une innovation qui se cherche et qui va à la rencontre de nouveaux produits, de nouvelles stratégies pour aller au-devant des fumeurs et des vapoteurs. Et avec Tim Phillips, donc d'Easing Intelligence, nous allons discuter des tendances globales du marché de la vape en cette année 2015 et puis aussi étudier ensemble les possibles évolutions pour les années à venir. Alors avant, Tim, d'évoquer votre présentation, est-ce que vous pouvez nous représenter? Vous connaissez bien le VapExpo, on vous connaît bien et on vous aime bien, mais est-ce que vous pouvez représenter le média Easing Intelligence? Yes, of course. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette introduction et de m'avoir invité ici. Easing Intelligence, c'est une plateforme en ligne. C'est une publication, en fait, qui fournit des informations sur le marché, des informations réglementaires sur le secteur. On vise les professionnels du secteur, mais on est complètement indépendant du secteur de la cigarette électronique ou du tabac d'ailleurs. Et par suite, on a une vue objective de la manière dont le marché de la cigarette électronique se développe. Et on a des organes de réglementation qui souscrivent à nos services, y compris le gouvernement britannique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation de Jacques Loisec concernant la désinformation, concernant le Public Health England report, le fait que nombre de personnes ne semblent pas comprendre la révolution de la vape? Je pense que ce secteur est encore très jeune. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que la réglementation rattrape le développement du secteur. La réalité est que les nouvelles technologies, dans quelques secteurs que ce soit, ont souvent du mal à être acceptées par le public dans son ensemble. Et il n'est pas surprenant qu'en dépit du fait que le gouvernement britannique a pris un tournant pour ce qui est de soutenir le secteur de la cigarette électronique comme moyen de sevrage pour les gens accros au tabac. Je crois que ça va prendre du temps. Je ne suis pas surpris par ce fait. Et il y a eu le ministère de la Santé français qui a soutenu ce rapport. On va regarder votre présentation. Vous avez vos diapos à l'écran? Oui. Donc j'ai quelques diapos, on peut les parcourir rapidement et je serai ravi de répondre à vos questions. Ce que j'aimerais faire dans cette présentation, c'est parler un peu de nos points de vue sur le marché de manière générale. Donc une vue d'ensemble du marché de la cigarette électronique, comment ça se développe, comment la réglementation va affecter le marché à l'avenir et quelques réflexions qui sont les miennes concernant la réglementation et comment cela pourra avoir un impact sur la croissance du secteur. Donc, on va parler d'un certain nombre de choses. J'ai environ 10 diapos. On va commencer par quelques thèmes sur le secteur de la cigarette électronique, ce qui s'est passé au cours des 2 ou 3 dernières années, quels sont les éléments principaux de changement. On va parler également du marché, de sa taille, ce qui est en train de s'y passer et de la croissance de ce marché. Et également, donc, un sujet très important pour ce secteur, c'est la réglementation, ce qui va se passer en Europe avec la directive européenne sur les produits du tabac. Et on va essayer de mettre tout cela en perspective. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? En France, c'est peut-être difficile à croire pour vous, mais ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est que tout le monde vous a rejoint dans
le fait d'avoir des systèmes ouverts avec des réservoirs qu'on peut remplir. Ça n'était pas le cas au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Le marché a commencé avec les Seagalike, mais ils sont passés très rapidement, ils passent en tout cas toujours à un système ouvert. Est-ce que vous avez vu vraiment un changement aux États-Unis? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment où vous avez vu que les Seagalike n'étaient plus utilisés aux États-Unis ou au Royaume-Uni? Eh bien, ils ne vont pas disparaître. Les Seagalike auront toujours leur place sur le marché, notamment sur le marché des magasins de proximité. Il y aura toujours un besoin de Seagalike. Le problème avec le Seagalike, c'est qu'on sait qu'elles ne sont pas très bonnes, elles ne fonctionnent pas très bien. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer. On commence à voir des Seagalike qui sont bien meilleurs. Donc il y a des appareils qui ressemblent à des Seagalike qui fonctionnent bien maintenant. Mais en tout cas, au moins maintenant, il y a des systèmes ouverts. Oui. Et les systèmes ouverts sont prédominants dans la plupart des marchés du monde. On suit nombre de marchés, notamment en Europe et aux États-Unis, mais également... Et donc, il y a une domination des systèmes ouverts maintenant sur la plupart des marchés. On a vu donc une grande croissance des magasins de vape qui vendaient des systèmes ouverts. On a vu un déclin du magasin de détail traditionnel, notamment de la vente de Seagalike dans les magasins de proximité. Ça continue. Et bien sûr, à plus long terme, on a vu les sociétés de tabac qui sont entrées dans le secteur. Donc voilà la dynamique du marché. Il y a des thèmes importants. Donc, du point de vue réglementaire, bien sûr, on sait tous que l'échéance de la directive européenne sur les produits du tabac, c'est mai 2016, ça va avoir un impact très important. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris à quel point ça va être important comme impact aux États-Unis. Voilà, on ne sait pas encore, il y a beaucoup d'incertitudes. La FDA doit normalement publier une réglementation en 2015, mais en fait, ça pourrait être l'an prochain. Et en même temps, il y a eu beaucoup de législation prise dans les différents États, donc des réglementations locales. Et il y a eu... au-delà de cela, des organismes que l'OMS et des agences donc supranationales qui ont émis des avis. Donc, quelques mots sur les produits. Il n'y a pas grand-chose que je peux apprendre à des gens ici, mais les thèmes importants qu'on a vus, c'est le contrôle de la température qui devient une condition nécessaire. On commence à avoir des kits de démarrage de style boîte, notamment aux États-Unis. Voilà, les gens arrivent dans un magasin et achètent donc une boîte complète. On commence à voir également des systèmes fermés, mais avec des réservoirs. Et ça va continuer à croître en popularité, notamment dans les magasins de proximité. Et puis, il y a des produits nicotiniques, donc alternatifs. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à voir à l'avenir. On va continuer à avoir donc des appareils qui fonctionnent à la chaleur, qui ne brûlent pas. La taille du marché de la vape. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut voir, c'est à quel point le marché européen et le marché nord-américain sont importants par rapport au reste du monde. Ça ne décolle pas dans les autres parties du monde. On voit une petite barre ici pour l'Asie. On voit un énorme potentiel de croissance en Asie, mais la réalité sur le terrain en 2015, c'est qu'il n'y a pas une forte pénétration pour l'instant. L'Europe et les États-Unis, c'est vraiment les deux grands marchés et qui sont en train, qui existent aujourd'hui, avec la Chine qui s'ouvre. Évidemment, si la Chine s'y ouvrait, on n'en serait que mieux. Quelques réflexions sur les prix.
qui voilà, ont un impact sur le marché. L'une des choses qu'on a suivies, c'est vraiment la tarification sur le marché états-unien au fil du temps. Et on voit une chute des prix pour tous les produits. Si on regarde, peut-être vous ne pouvez pas bien voir, c'est difficilement lisible, mais j'espère qu'on pourra vous la communiquer, cette slide. Ce qu'on voit, c'est vraiment une chute des prix de 10 à 20% pour tous les produits. Que ce soit les Seagull-like ou les cartomiseurs, les liquides, on commence à voir, et ça c'est intéressant sur le marché des États-Unis, une deuxième génération de produits de style Ego, qui voilà, sont à peu près au même prix que les kits de démarrage Seagull-like. C'est vraiment un signe de l'évolution du marché. Cela suggère que voilà, il y a beaucoup de pression sur les prix. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance durable, hein, que les prix vont continuer à chuter, que les systèmes Ego vont continuer à être à peu près au même prix que les Seagull-like, ou est-ce que la réglementation de l'AFD pourrait augmenter les prix? J'en parlais récemment. Je crois que l'une des sources de pression sur les prix, c'est le détail et donc la distribution. Quel est le pourcentage du prix qui reviendra à la distribution? Donc on voit déjà des taxes en Italie, au Portugal, ça va également être le cas dans d'autres pays. Ça aura évidemment un effet sur les prix. Et on ne connaît pas encore l'effet de la réglementation. Mais en tout cas, sur cette diapo, il s'agit de montrer qu'il y a beaucoup de pression sur les prix sur le marché et que les marges se réduisent. C'est un signe du fait que voilà, le marché est en croissance. Et ça va continuer. Ayant dit cela, on a fait des analyses récemment sur les produits haut de gamme pour ce qui est des appareils. Donc en haut de cette diapo, on s'intéresse aux produits haut de gamme. On a comparé différents produits, mais on s'est intéressé essentiellement aux produits vendus sur des sites Internet, et on se rend compte que les prix sont très différents pour le même produit selon le site. Et sur le marché du matériel, le marché du matériel n'est pas encore consolidé. Il y a une énorme flexibilité, une énorme variabilité des prix. Les prix qu'on voit ici vont être sous pression dans les 6 mois ou l'année à venir. Et en bas de la diapo, on voit des produits qui sont des produits haut de gamme. Et ce qu'on voit, c'est qu'en dépit de la variabilité des prix sur le marché des États-Unis, il est clair que les prix augmentent en fonction de la puissance. Donc le dernier, c'est 150 watts. C'est vraiment un appareil énorme, donc avec un prix très élevé, avec une bonne marge encore sur ce secteur. Les magasins de vape, voilà, quel est leur impact sur le marché du point de vue de la croissance, notamment pour ce qui est des systèmes ouverts? J'aimerais comparer simplement, comme on est en France, voilà, qu'on comparait la distribution, la répartition des magasins par rapport aux États-Unis. Et ce qui est frappant, c'est que il y a une grande différence dans le nombre d'habitants par magasin de vape aux États-Unis. Alors que la France, on voit bien que c'est un marché qui est beaucoup plus mature que celui des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins qui s'ouvrent aux États-Unis encore, alors qu'il y a d'autres ferment en France. Donc je crois qu'on va continuer à avoir des magasins de vape et leur réseau va se développer aux États-Unis, alors qu'en France, ça a atteint une base assez stable. Donc, quels sont les meilleurs États où trouver des cigarettes électroniques? Le Nevada semble très bas, donc tout le monde voudrait peut-être aller au Nevada, et en plus on peut y parier.
Donc la croissance, on a parlé de la croissance. Il y a toujours beaucoup de croissance sur le marché, mais je pense qu'elle est fragmentée. On voit très peu de croissance dans le segment des cigarettes, beaucoup plus dans les systèmes ouverts. Avec cette slide, je voulais vraiment aborder les facteurs qui ont un impact important sur la croissance, surtout la réglementation. On sait que si vous appliquez une pression réglementaire, vous restreignez ce qu'il est possible de faire sur le marché. Et ça a évidemment un impact sur la croissance. Pas obligatoirement d'ailleurs un impact négatif. Et je vais y revenir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ça peut consolider le marché d'une manière qu'il fournisse de meilleurs produits aux consommateurs. Oui, en fait, mon troisième point, et ça c'est l'un des facteurs les plus importants pour les nouveaux utilisateurs, c'est la confiance des consommateurs. Et on voit partout dans le monde très peu de confiance de la part des consommateurs. Et selon nous, une bonne réglementation qui établit des restrictions raisonnables auront un effet bénéfique parce que cela donnera aux consommateurs davantage de confiance dans le produit. Hier, on avait un panel concernant avec une comparaison des réglementations états-uniennes et européennes. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile de travailler en Europe, aux États-Unis, lorsqu'on est une société de cigarettes électroniques indépendante? Parce qu'on a entendu que la FDA pourrait se montrer très stricte. Oui, c'est évidemment, la FDA pourrait être très stricte très rapidement d'ailleurs. Mais la situation pour l'instant, c'est que si vous êtes une société états-unienne, vous vous trouvez avec 50 États qui ont des règles différentes. Donc c'est très compliqué. Et c'est la même chose en Europe, néanmoins. Il y a 28 États membres, mais chacun va interpréter, transposer la directive européenne différemment. On va y venir. Donc on a parlé de la réglementation, le prix, j'en ai parlé. Il y a une pression sur les prix, ça aura un impact sur le nombre de personnes qui vont se mettre à la vape, un impact important sur les prix. On peut se souvenir de ce que ça a eu comme effet sur le tabac. En Russie, évidemment, c'est différent, puisque il est très difficile d'appliquer une pression sur les prix par rapport à ce que ça peut être au Royaume-Uni. Parce que, un paquet de cigarettes, ça coûte 14 € au Royaume-Uni, ça coûte 1 € en Russie. On a parlé donc de la confiance des consommateurs, c'est extrêmement important, c'est très faible pour l'instant. Jacques a parlé de quelques étincelles ici et là, mais il y a toujours beaucoup d'articles de presse négatifs, et cela a un impact fort sur le nombre de gens qui se mettent à la vape. L'innovation et l'efficacité des produits, ce que je veux dire par là, c'est les cigarettes, on en a parlé, ne fonctionnent pas très bien. Et le problème avec cela, c'est que vous avez beaucoup de fumeurs qui s'y sont essayés et qui se sont dit que les cigarettes, c'est pas pour eux, et puis ils se remettent à fumer. Donc la manière dont un produit fonctionne, c'est très important. C'est clair que sur un marché comme celui de la France, les systèmes sophistiqués à réservoir fonctionnent et ont un impact positif. Mais j'espère que cela va continuer. Et cela est nécessaire d'ailleurs pour vraiment faire croître le secteur. Et la distribution, c'est mon dernier point. La distribution, c'est très important parce que les gens dans cette salle se concentrent énormément sur la distribution en ligne, dans les magasins de vape, mais la grande majorité des consommateurs achètent dans les magasins de proximité. Et c'est là qu'il faut pallier le manque. Donc quelques slides sur la réglementation, ce que j'ai dit. J'ai parlé de la directive européenne. Ça va être mis en œuvre donc transposé par les 28 États membres de manière très différente. Donc je peux vous présenter ici notre analyse de l'impact que cela va avoir sur le marché. On s'est intéressé à un certain nombre de marchés qui sont similaires, semblables l'un à l'autre. Et on peut regarder
voilà, les pays qui ont des marchés semblables, mais avec des restrictions qui ne sont pas les mêmes. On voit ici la Belgique par rapport à la France, le pourcentage, c'est le nombre d'utilisateurs par rapport à la population adulte. Donc voilà, la Belgique a un régime très strict, c'est très difficile de vendre des cigarettes électroniques en Belgique, on voit tout de suite l'impact. Il y a une énorme différence dans le nombre d'utilisateurs de e-cig par rapport à la France, l'Australie, par rapport au Royaume-Uni, donc l'Australie qui bénit tous les produits contenant de la nicotine. Donc évidemment, encore une fois, le nombre d'utilisateurs est largement moins proportionnellement qu'au Royaume-Uni. Et puis voilà, au Canada, on voit une forte croissance, même s'il est plus difficile qu'aux États-Unis de se positionner sur le marché. Alors que, bon, aux États-Unis, ça devient de plus en plus compliqué dans certains États. Donc, je pensais que c'était intéressant de vous présenter cette diapo. Il y a nombre de leviers pour essayer de voir, d'influencer le cadre réglementaire. Donc, si on peut tirer un levier, on peut avoir un impact sur le marché. Et cela fait une grande différence du point de vue du nombre d'utilisateurs. Ce sera le cas pour la Belgique. Voilà, lorsqu'ils transposeront la directive européenne, donc l'interdiction de la nicotine sera levée. Il sera possible de vendre des produits avec de la nicotine. Oui, c'est un point très intéressant puisque l'un des impacts positifs de la directive pour des pays comme la Belgique et que ce sera positif pour le marché. Donc la directive aura des impacts positifs sur des pays qui ont interdit le produit, en fait, en quelque sorte, jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Tim, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions pour le directeur de e-cig Intelligence? En fait, Rémi, j'avais pas terminé, j'ai encore quelques diapos. Ah, pardon. J'aimerais revenir sur celle-ci. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un patchwork réglementaire et ça va rendre l'exercice de l'activité compliqué pour les sociétés. On voit ici, notamment aux États-Unis, les différents États qui ont des politiques tout à fait différentes. Il s'agit ici uniquement de taxes. Hein. Ça va. Donc, on a 5 minutes. Très bien. Donc tout le monde peut lire ça. Ça, c'est l'impact de la TPD sur le marché européen. Il y a évidemment des effets positifs, comme on l'a dit pour la Belgique, mais il y aura également des effets négatifs, un manque d'harmonisation notamment. Et pour parler un peu plus de l'avenir maintenant, ce vers quoi le marché va tendre, si on regarde l'état du marché, on se rend compte que c'est un marché qui va durer. Mais il y a des sociétés qui ne s'inquiètent pas suffisamment de la manière dont la directive européenne va les toucher. Ça va avoir un impact très important. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans le secteur s'en rende compte. Il y a beaucoup de concurrents à la cigarette électronique, il y a les heat not burn, il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine. Ça va changer le marché de manière très importante. C'est quoi votre opinion sur les IQOS? Ça va réussir, ça va avoir beaucoup de succès. Je n'ai aucun doute. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Ce sont des appareils qui sont très jolis. Ça ne va pas être pour les vapoteurs, mais ce sera un produit qui sera attrayant pour les fumeurs. Donc, il y a certain que ça va avoir une influence forte sur le marché. Il y a les taxes. Les taxes seront inévitables, même si on n'est pas d'accord avec l'application d'une taxe sur les cigarettes électroniques. Les magasins de vape, ça va se regrouper, notamment en France, c'est très probable. Mais en même temps, ils vont se professionnaliser. Et il y a de nouveaux marchés qui n'ont pas réellement ouvert jusqu'à maintenant, notamment l'Allemagne, la Russie. Et on pense que ce seront des marchés importants à l'avenir, sans parler de la Chine. Donc voilà mes idées concernant ce qui pourra se passer à l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Tim.
Et je recommande fortement tous les participants de VAP Expo et n'importe où dans le monde de lire Essig Intelligence. C'est un fantastique travail que vous faites et qui a beaucoup de sens pour le secteur. Mais également pour des gens comme le ministre de la Santé français. Merci beaucoup.